Salut Fabrice. Salut Théo. Donald Trump a été réélu à la tête des États-Unis pour un second mandat, un nouveau mandat, on va dire, obtenu victorieusement face à Kamala Harris. Qu'est-ce que cela change pour l'Afrique? Alors, de but en blanc, je te dirais pas grand-chose en fait, parce que d'ailleurs, la plupart des réactions sur le continent africain varient entre l'indifférence, une pointe d'inquiétude et évidemment les félicitations de bienséance des chefs d'État. Et au risque de froisser certains populistes, je sais que tu n'aimes pas le terme, je pense que Trump n'est pas particulièrement dans le camp de l'émancipation de l'Afrique. Mais va savoir pourquoi certaines voix dans les opinions publiques sur le continent l'assimilent beaucoup à cette cause. Il leur donne l'impression d'être anti-système. Lui, le mania de l'immobilier qui a fait fortune et qui a fructifié plutôt sa fortune précisément grâce à ce système. Lui qui prône le repli identitaire depuis son premier mandat. Alors, je vois déjà des réactions venir. Je ne prétends pas que Kamala Harris aurait été le meilleur choix pour l'Afrique, mais je me sens quand même obligé de rappeler que non, Trump n'est pas particulièrement anticolonialiste, encore moins anti-impérialiste. Pour lui, tout n'est qu'intérêt économique et il assume tout à fait. Il n'a aucune considération pour les pays africains. Et même plus, il a du mépris pour ces pays. Et l'illustration la plus convaincante de ce mépris date de 2018, lors de son premier mandat à la Maison-Blanche. Donald Trump recevait des sénateurs américains pour évoquer un projet proposant de limiter le regroupement familial. Et selon le Washington Post, à l'occasion de cette réunion, il a traité Haïti et les nations africaines de pays de merde, je le cite. On a vu mieux quand même comme marque de respect. Et finalement, l'acte le plus fort qu'il aura posé pendant son premier mandat, c'était en décembre 2020 et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie, évidemment, on s'en souvient, d'une normalisation des relations avec Israël prévue dans les accords d'Abraham. Alors, accepter cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, on peut dire que politiquement, l'administration Trump ne s'est pas vraiment intéressée à l'Afrique, l'administration Trump 1, on va dire. Oui, alors précisons quand même que John Bolton, qui était l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, c'était entre 2018 et 2019, avait présenté ce qui devait être la politique africaine du républicain. C'était en décembre 2018 précisément, lors d'un discours au think tank conservateur de la Heritage Foundation. Mais il s'agissait en fait d'un plan contre les Russes et les Chinois sur le continent africain. Et il avait par exemple annoncé que les États-Unis conditionneraient leurs aides et la coopération avec les pays africains en fonction de leur soutien total, leur soutien diplomatique total aux Nations Unies et ailleurs. L'Afrique est donc pour Trump le prolongement de son face-à-face avec ses rivaux, disons-le, plus que des terres de partenariat mutuel. D'ailleurs, en 2018, le ministère américain du Commerce estimait que tous les pays africains subsahariens réunis ne pesaient qu'1% des exportations américaines et également 1% des importations, ce qui dit beaucoup de l'intérêt économique du milliardaire pour l'Afrique. Aujourd'hui, les exportations sont passées à 6%, mais si Trump met en application son programme protectionniste, on le sait, et précisément son projet d'augmentation des tarifs douaniers de 10% sur toutes les importations, les économies africaines, fatalement, vont être impactées. Cela ne fait aucun doute. Alors, les choses pourraient tout de même changer lors de ce second mandat au vu de l'armada financier qui a entouré Trump pendant la campagne. Oui, bien sûr. Quand tu parles d'armada financier, j'imagine que tu fais référence à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, lui qui a donné 120 millions... Alors, il est sud-africain, Elon Musk. Lui, il est sud-africain, mais il était extrêmement impliqué dans cette élection présidentielle américaine. Lui qui a donné 120 millions, je le disais, de dollars à la campagne de Trump. Le patron de Tesla a besoin des minerais pour produire ses voitures électriques et en particulier du cobalt. On connaît ce minerai dont regorgent les mines de la République démocratique du Congo. Peut-être que cette nécessité va pousser finalement Trump à s'investir un peu plus dans la pacification de l'Est de la RDC qui, on le sait, est très tourmentée par la guerre entre la rébellion du M23 et les forces armées de RDC. Alors, sur le plan militaire, justement, puisqu'on en parle, Trump devrait poursuivre en fait le désengagement américain sur le continent. On se souvient qu'à la fin 2019, déjà, c'est son administration qui avait annoncé la réduction des troupes américaines en Afrique pour renforcer leur
position en Asie. On sait qu'il y a énormément d'intérêts en Asie, avec également la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Certains responsables américains avaient même osé reprocher aux pays africains de ne pas être assez impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Culotté quand même. Entre-temps, il y a eu l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, qui ont pris leur destin en main et seront certainement ravis que Trump poursuive le retrait américain. D'ailleurs, de nombreux tweetos sont partagés l'extrait d'un ancien discours de Donald Trump aux Nations Unies qui semblait aller dans le sens de cette autonomisation. C'était en 2019, lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. On l'écoute. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, accrochez-vous à votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages placent toujours le bien de leur propre peuple et de leur propre pays en premier. Le futur n'appartient pas aux mondialistes, le futur appartient aux patriotes. Alors Fabrice, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il sera l'allié, peut-être pas l'allié idéologique, mais l'allié objectif de l'AES? Alors, méfiance quand même sur ce point. Trump ne jure que par son slogan « Make America Great Again », rendre à l'Amérique sa grandeur. Il dit aussi « America First ». Et si cela passe par le fait de perpétuer la politique étrangère des États-Unis, d'écraser certains pays africains, il ne va pas s'en priver. On sait que malgré le retrait des forces américaines du Niger en septembre, il y a encore des canaux de discussion ouverts avec le Pentagone. On sait également qu'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, aura des bases dans les alentours de l'AES. Par exemple, sans surprise, la Côte d'Ivoire a donné son accord pour la création d'une base près d'Odiéné, c'est dans le nord-ouest du pays. Le Bénin, le Tchad et la Libye aussi sont concernés par de futures bases potentielles américaines. Une présence militaire américaine qui ne va pas ravir l'AES, on s'en doute. Voilà, donc en fait, on se dirige probablement vers une implication très relative en Afrique de l'administration Trump, ce qui, au final, n'est pas très surprenante. Je termine en citant un célèbre historien américain du nom de Stephen Ambrose, qui avait écrit dans les années 90 que l'Afrique est plus un problème européen qu'un problème américain. C'est une phrase qui, je trouve, résume assez bien l'intérêt de Donald Trump pour l'Afrique. Merci Fabrice pour cette chronique. Merci.